Bienvenue sur les histoires de voix ancestrales. Nous sommes heureux de partager avec vous. Écoutons ensemble les voix du passé. Quand la beauté devient une malédiction. Je me souviens encore de ce cri qui a déchiré le silence du village ce matin-là, un hurlement si aigu, si désespéré qu'il a fait s'envoler les oiseaux des manguiers et trembler les cœurs de tous ceux qui l'ont entendu. C'était moi, Cynthia, la fille que tout le monde appelait, la perle d'Abomey-Calavi, celle dont la beauté faisait taire les tambours quand elle passait, et pourtant, ce jour-là, devant le petit pot d'eau claire que ma mère utilisait pour la vaisselle, j'ai vu un monstre me fixer en retour, une peau rugueuse comme l'écorce du karité desséché, un nez écrasé, des lèvres crevassées, des cheveux qui tombaient par poignées comme des feuilles mortes emportées par l'harmattan, mes mains tremblaient tellement que l'eau s'est renversée, et j'ai hurlé encore, « Maman! Maman, ce n'est pas moi, regarde ce qu'on m'a fait !» Pendant que ma mère accourait, les yeux déjà remplis de larmes, parce qu'elle savait, au fond d'elle, que ce n'était pas un accident, que c'était le prix exact que j'avais payé pour chaque regard méprisant, chaque mot cruel, chaque fois où j'avais levé le menton en disant, « Moi, Cynthia, je vaux mieux que vous tous ». Je revois encore son visage décomposé quand elle m'a prise dans ses bras, murmurant entre deux sanglots, « Ma fille, ma pauvre fille, c'est l'orgueil qui t'a brûlé », et moi je me débattais, refusant de croire que cette chose défigurée dans l'eau était vraiment moi, la même Cynthia qui, la veille encore, se pavanait au marché avec son pagne rouge éclatant, ses hanches ondulant comme une danseuse de boun-boun, attirant tous les regards, tous les murmures d'admiration et d'envie. Comment était-ce possible? Comment, en une seule nuit, les dieux avaient-ils pu me retirer ce que je considérais comme mon droit divin? Je me suis effondré sur le sol de terre battue, les ongles enfoncés dans mes joues ravagées, et c'est là que les souvenirs ont commencé à remonter comme un poison, le marché bondé, les odeurs de poissons grillés et de piments écrasés, les enfants qui couraient entre les étals, et moi, marchant fièrement, le menton haut, jusqu'à ce que mon épaule heurte violemment quelqu'un. Le fagot de bois s'est éparpillé, la vieille femme est tombée à genoux avec un gémissement sourd, et au lieu de m'excuser, j'ai senti la colère monter, une colère brûlante, parce qu'elle avait osé salir mon pagne tout neuf. Je l'ai regardée de haut, cette maman Michael que tout le village vénérait comme une grand-mère sacrée, et je lui ai craché ces mots qui, aujourd'hui encore, me brûlent la gorge. Vieille chèvre, pourquoi te mets-tu en travers de mon chemin? Reste dans ta hutte et ne t'approche plus de mes beaux habits. La foule a murmuré, certains ont dit, Cynthia, demande pardon, c'est une aînée, mais j'ai ri, un rire sec, méprisant, et je suis parti sans un regard en arrière, savourant les regards qui me suivaient encore, ignorant totalement la voix tremblante de la vieille qui s'élevait derrière moi comme un vent mauvais. Le miroir que tu adores finira par se détourner de toi, que ta beauté fonde comme la cire au feu, tu ne la retrouveras qu'après avoir partagé la vie de l'homme le plus laid de cette terre, avec ton corps et avec ton âme. À ce moment-là, j'avais éclaté de rire intérieurement, pensant que les paroles d'une ancienne n'étaient rien face à ma splendeur, mais cette nuit-là, seul dans ma chambre, alors que je me contemplais une dernière fois dans le petit miroir fêlé que mon père m'avait offert, j'avais senti une chaleur étrange sur ma peau, comme si des milliers de fourmis invisibles rampaient sous ma chair, et quand j'ai approché la lampe, une minuscule fissure était apparue sur la glace, fine comme un cheveu, mais suffisante pour faire vaciller mon reflet. J'avais ri nerveusement, me disant que c'était la fatigue, que demain tout serait comme avant, mais le lendemain matin, le cri que j'ai poussé en découvrant mon visage a réveillé tout le village, et maintenant, recroquevillé dans les bras de ma mère, je comprenais enfin que les mots de maman Michael n'étaient pas une menace en l'air, ils étaient une malédiction qui venait de commencer, et au fond de moi, une petite voix terrifiée murmurait déjà, et si c'était irréversible? Et si je devais vivre toute ma vie comme ça? Je restais prostré sur le sol de notre petite hutte pendant des heures, les larmes coulant sans discontinuer sur ma peau abîmée qui me brûlait comme si on y avait versé du piment frais. Ma mère, Mama John, ne cessait de me caresser les cheveux qui tombaient encore par mèches entières, répétant en boucle, « On va trouver une solution, ma fille, on va prier les ancêtres, on va consulter le bokonon du village voisin », mais sa voix tremblait tant que je sentais bien qu'elle n'y croyait pas vraiment elle-même. Mon père, Papa John, rentra des champs plus tôt que d'habitude, alerté par les murmures qui couraient déjà comme le vent dans les palmiers, et quand il me vit,
Il lâcha Saou qui tomba avec un bruit sourd. Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur avant de se remplir d'une tristesse infinie. Il s'agenouilla près de moi sans un mot, posa sa grande main calleuse sur mon épaule et murmura simplement « C'est la malédiction de maman Michael, elle n'a jamais parlé en vain ». À ces mots, une vague de honte me submergea plus violente encore que la douleur physique, car je me rappelais chaque détail de cette scène au marché, le soleil qui tapait fort sur mon pagne neuf, l'odeur sucrée des mangues mûres vendues à côté, les rires des enfants qui s'arrêtaient net quand je pâchais, et puis ce choc contre la vieille femme, son corps frêle qui s'effondrait, le bois qui roulait partout, et moi, au lieu de tendre la main, j'avais redressé le menton et lancé ces paroles empoisonnées qui résonnaient maintenant dans ma tête comme un tam-tam funèbre. Les villageois avaient essayé d'intervenir, une tante avait crié « Cynthia, baisse la voix, respecte l'âge ». Un oncle avait même tenté de me retenir par le bras, mais j'avais secoué son emprise comme on chasse une mouche, fier de ma beauté, fier de mon pouvoir sur les regards, et j'étais parti la tête haute, laissant maman Michael ramasser seule ses bûches, le dos courbé plus bas encore sous le poids de l'humiliation. Maintenant, dans le silence lourd de notre hutte, je comprenais que chaque larme que je versais était une goutte de ce poison que j'avais moi-même distillé. Les jours suivants furent un calvaire, je refusais de sortir, je me cachais sous un pagne usé qui couvrait jusqu'à mon visage, je ne mangeais presque rien, je passais mes nuits à fixer le tissu noir que j'avais jeté sur le miroir, comme si en le découvrant j'allais voir réapparaître l'ancienne Cynthia par miracle. Les voisines venaient aux nouvelles, apportant du akassa ou du attiéké enveloppé dans des feuilles de bananier. Elles parlaient à voix basse avec ma mère près de la porte, jetant des regards inquiets vers l'intérieur sombre où je me terrais, et j'entendais leurs murmures. Pauvre enfant, elle était si belle, c'est le prix de l'orgueil, hein, on ne défie pas une ancienne comme ça. Maman Michael a disparu, personne ne l'a revue depuis ce jour, ce qui me glaçait le sang encore plus, car si la vieille avait quitté le village après m'avoir maudite, qui pouvait lever ce sort? Un soir, alors que la lune était pleine et que les grillons chantaient leur complainte habituelle, un coup sec retentit à notre porte, ma mère alla ouvrir. Prudente, et je vis entrer un homme que je n'avais jamais vu, grand, vêtu d'une tunique sombre, le visage à moitié caché par un chapeau de paille tressé. Il parla d'une voix basse et grave. « Je viens de la part de celle que vous appelez maman Michael, elle m'envoie pour transmettre le message final à Cynthia ». Mon cœur s'emballa si fort que je crus qu'il allait exploser. Je me redressai lentement dans l'ombre, le pagne glissant un peu de mon visage ravagé, et l'inconnu me fixa sans ciller avant de prononcer les mots qui allaient changer le reste de ma vie. La malédiction ne sera levée que si tu épouses l'homme le plus laid vivant sur cette terre, non pas seulement avec ton corps, mais avec toute ton âme. Tu dois le servir, l'aimer, le supporter tel qu'il est, jusqu'à ce que ton cœur comprenne enfin ce que signifie l'humilité. Un silence de mort tomba dans la hutte, ma mère porta la main à sa bouche, mon père serra les poings, et moi, je sentis le sol se dérober sous moi tandis que l'homme ajoutait doucement, « Il arrivera bientôt, prépare-toi, Cynthia, car ton épreuve ne fait que commencer ». Les jours qui suivirent l'annonce du mystérieux voyageur furent comme un long cauchemar éveillé où chaque lever de soleil me rappelait cruellement ma nouvelle réalité. Je passais mes journées recroquevillé dans un coin sombre de la hutte, enveloppé dans le pagne le plus usé que ma mère possédait, refusant même que quiconque allume la lampe à pétrole de peur que la lumière ne révèle encore plus mes traits déformés, et quand la faim me tordait l'estomac, je mâchais à peine quelques boules de gari trempées dans de l'eau, les larmes coulant sur mes lèvres fendillaient sans que je puisse les retenir. Mes parents essayaient de me réconforter à leur manière. Papa John rentrait plus tôt des champs pour me raconter des histoires d'enfance sur les esprits bienveillants du fleuve Ouémé. Mama John préparait mes plats préférés, du attiéké bien assaisonné avec du poisson fumé et des feuilles de géboman, mais rien ne passait, rien ne pouvait effacer cette sensation que mon corps ne m'appartenait plus, que j'étais devenue une étrangère dans ma propre peau. Les villageois, d'abord curieux, puis compatissants, commencèrent à s'éloigner doucement, leurs visites se firent plus rares, leurs voix plus basses, et j'entendais parfois à travers les murs de Banco leur chuchotement. La malédiction l'a vraiment frappée, elle qui se croyait au-dessus de tout le monde, pauvre Cynthia, elle ne sortira plus jamais, et chaque mot était comme une aiguille qui s'enfonçait un peu plus profond dans mon cœur déjà brisé. Une après-midi, alors que la chaleur écrasante faisait vibrer l'air au-dessus du toit de chaume, un bruit de pas lourd et irrégulier approcha de notre porte.
suivi d'un coup de bâton sec contre le bois. Ma mère alla ouvrir, hésitante, et je vis entrer cet homme que j'avais tant redouté sans même le connaître encore, Judas, petit et voûté, le ventre proéminent tendant son vieux pagne déchiré, la barbe blanche et hirsute tombant en mèches sales sur sa poitrine, la peau ridée et tachée comme du gombo séché au soleil, 3 dents brunes visibles quand il ouvrait la bouche pour sourire, et une odeur âcre d'escargot pourri et de sueur ancienne qui envahit instantanément l'espace étroit de la hutte. Il s'appuya sur son grand bâton noueux, planta ses yeux vifs comme ceux d'un lézard droit dans les miens malgré l'ombre où je me tenais, et d'une voix rauque mais assurée il déclara « Je suis Judas, et je suis venu épouser Cynthia ». Un silence assourdissant s'abattit, ma mère chancela et dut se retenir au mur, papa John serra les mâchoires si fort que je crus entendre ses dents grincer, et moi, je restai figé, le cœur battant à tout rompre, sentant une nausée monter tandis que je le détaillais, ses habits mal assortis, tachés de terre et de graisse, ses pieds nus couverts de callosité, son haleine qui flottait jusqu'à moi comme un nuage toxique. Il continua, sans attendre de réponse, en mâchonnant bruyamment un morceau de quelque chose qu'il sortit de sa poche. J'ai entendu dire qu'elle cherchait un homme comme moi, l'homme le plus laid de la terre, un. Eh bien, me voilà, et il éclata d'un rire guttural qui fit trembler son ventre. Je sentis mes jambes fléchir, je m'accrochai au pilier central de la hutte pour ne pas tomber, et dans ma tête un tourbillon de pensées se heurtait, fuir. Me cacher, refuser, mais les paroles du messager revenaient sans cesse, implacables, avec ton corps et avec ton âme, jusqu'à ce que ton cœur comprenne. Je levai les yeux vers mes parents, implorant, mais ils semblaient aussi perdus que moi, et Judas, imperturbable, frappa de nouveau son bâton au sol. Alors, Cynthia, m'acceptes-tu comme époux? Ma gorge était sèche, mes lèvres tremblaient, je pensais à la beauté que j'avais perdue, à la vie que j'avais gâchée par orgueil, à cette malédiction qui pesait sur moi comme une pierre énorme, et lentement, très lentement, je hochai la tête une fois, un seul petit mouvement qui scella mon destin. Les villageois, alertés par le bruit, commencèrent à se rassembler dehors, leurs murmures montant comme une marée. Cynthia va vraiment épouser cette créature. C'est la fin de sa malédiction ou le début d'un autre enfer. Et tandis que Judas s'asseyait lourdement sur le tabouret le plus proche en réclamant déjà à boire, je compris que mon épreuve ne faisait que commencer, que cette union allait être bien plus qu'un simple mariage. C'était une descente dans les abysses de l'humiliation, et je n'avais plus le choix de reculer. Le mariage fut célébré le lendemain sous un ciel gris qui semblait porter le poids de mon destin, sans tam-tam joyeux, sans you-you des femmes, sans danse ni festin, juste un petit cercle de villageois curieux et silencieux rassemblés devant notre hutte, leurs regards oscillant entre pitié et incrédulité tandis que Judas, vêtu de son unique pagne rouge déchiré et taché, s'appuyait sur son bâton comme un roi sur son trône invisible. Moi, je portais la robe la plus simple que ma mère avait pu trouver, un tissu délavé qui pendait tristement sur mon corps ravagé, sans bijoux, sans foulard, sans rien qui rappelait la Cynthia d'avant, et quand le vieux prêtre du village prononça les paroles rituelles en yoruba ancien mêlé de faune, ma voix trembla à peine quand je répondis « oui » pour la seconde fois, un oui qui sonna creux comme un tambour fêlé. Judas ricana doucement, un son rauque qui fit frissonner les enfants les plus proches, puis il me prit la main, sa paume calleuse, moite et rugueuse contre ma peau abîmée, et nous entrâmes dans la petite hutte que mes parents nous avaient cédée à l'écart du village, une pièce étroite où l'odeur de terre humide se mêlait déjà à celle de son corps. Cette première nuit fut un supplice que je n'oublierai jamais. Judas s'allongea sur la natte en ronflant presque aussitôt comme un moteur de moto en panne, son ventre se soulevant à chaque respiration bruyante, ses pieds dégageant une puanteur d'igname pourri qui envahissait l'air confiné, et moi, assise contre le mur, les genoux ramenés contre ma poitrine, je fixais la lune à travers la petite ouverture, les larmes coulant sans bruit tandis que je me répétais en boucle, endure. C'est pour ton âme, c'est pour briser la malédiction. Les jours devinrent des semaines, et chaque matin était le même rituel d'humiliation. Il se réveillait en grognant, réclamait sa bouillie de maïs immédiatement. D'une voix autoritaire, Cynthia, la nourriture, vite. Puis il me faisait gratter son dos voûté où des plaques de peau sèche se desquamaient, laver ses pieds crevassés dans une bassine d'eau froide, repasser ses vêtements puants à la braie, et à chaque plainte, cette soupe a un goût de pierre. Pourquoi respires-tu si fort?
Tais-toi. Je serrai les dents, baissai les yeux et obéissais sans un mot de révolte, car au fond de moi une petite flamme vacillante me disait que c'était précisément cette soumission silencieuse qui pouvait me sauver. Peu à peu, pourtant, quelque chose d'étrange se produisit en moi. Un matin, alors que je portais l'eau du puits sous le regard curieux des femmes, une petite fille trébucha devant moi et s'égratigna le genou, et sans réfléchir je m'agenouillai, nettoyai la plaie avec le bord de mon pagne et lui offris un morceau de beignet que j'avais gardé pour moi, et quand elle me sourit timidement en disant « Merci Tata Cynthia », je sentis une chaleur douce monter dans ma poitrine, une chaleur que je n'avais plus ressentie depuis des lustres. Les jours suivants, je recommençai à saluer les anciennes du village, à aider les mères à porter leurs bassines, à ramasser du bois pour celles qui peinaient, et même à m'excuser auprès de Zara, Queen et Marc que j'avais tant moqué autrefois. Elles me regardèrent d'abord avec méfiance, puis avec une compassion muette, et l'une d'elles murmura « Tu as changé, Cynthia, vraiment changé, Judas ». Lui, ne changeait pas. Il restait exigeant, grognon, cruel dans ses remarques, mais je ne le haïssais plus autant. Je le supportais comme on supporte une épreuve envoyée par les ancêtres, et un soir, alors que je lui servais son repas sous la lampe tremblotante, il me regarda longuement sans rien dire, ses yeux vifs plissés, avant de marmonner presque à contre-cœur, « Tu fais bien les choses, pour une fille comme toi ». Cette nuit-là, épuisé, je m'allongeai à côté de lui qui ronflait déjà plus fort que jamais, et en levant les yeux vers la lune par la fenêtre ouverte, je chuchotai pour la première fois une vraie prière. Si un jour je retrouve ma beauté, je promets de ne plus jamais mépriser personne, je n'oublierai pas ce que c'est d'être brisé, et tandis que le sommeil me gagnait enfin, une silhouette familière apparut dans mon rêve, rayonnante comme la lune elle-même, maman Michael, douce et sereine, qui posa une main légère sur mon front et murmura « Ma fille, ta beauté est déjà revenue, pas d'abord sur ton visage, mais dans ton cœur, tu es prête maintenant ». Au matin, le cœur battant, je me levai doucement pour ne pas réveiller Judas, me penchai au-dessus du pot d'eau claire posé près de la porte, et quand je vis mon reflet, je me penchai lentement au-dessus du pot d'eau claire, le cœur cognant si fort dans ma poitrine que j'avais l'impression que tout le village pouvait l'entendre, mes mains tremblantes encadrant le reflet comme si j'avais peur de le briser rien qu'en le regardant. D'abord, je ne vis rien d'autre que l'obscurité trouble de l'eau agitée par mon souffle, puis, petit à petit, les contours se précisèrent, et quand mon visage apparut enfin nettement, un cri m'échappa, pas de douleur cette fois, mais de joie pure, incontrôlable, un cri qui fit sursauter les poules dans la cour et réveilla Judas d'un bon grognon. Ma peau était redevenue lisse et lumineuse comme l'huile de palme fraîche, douce au toucher quand je passais mes doigts dessus, mon nez avait retrouvé sa finesse élégante, mes lèvres étaient pleines et rosées comme des pétales de flamboyant au matin, mes yeux brillaient à nouveau de cette lumière d'étoile que j'avais perdue, et mes cheveux, oh mes cheveux, cascadaient en mèches épaisses et noires, abondantes. Sans plus aucune plaque chauve, je touchais mon visage encore et encore, incrédule, les larmes coulant librement mais cette fois de bonheur, et je murmurais pour moi-même, c'est moi, c'est vraiment moi, mais une beauté différente, plus profonde, comme si chaque trait portait désormais la trace de toutes les épreuves endurées, de toutes les humilités acceptées, de tous les gestes de bonté que j'avais recommencé à faire sans attendre de récompense. Judas, encore à moitié endormi, se redressa sur la natte en plissant les yeux, me fixa longuement, puis recula contre le mur comme s'il avait vu un fantôme, sa voix rauque chevrotant, « Tu n'es pas ma femme était laide, défigurée, qui es-tu » Et je me tournai vers lui, un sourire doux sur les lèvres, un sourire que je n'avais plus donné depuis si longtemps, avant de répondre calmement, « Je suis Cynthia, Judas, la même, mais changée. Merci d'avoir été mon épreuve, merci d'avoir été cet homme que je devais apprendre à servir sans mépris. » Il secoua la tête, confus, marmonnant, « Et maintenant? Qui va préparer ma nourriture? Qui va gratter mon dos ?» Et je pris une calebasse pleine de bouillie chaude que j'avais préparée avant l'aube, la lui tendis gentiment en disant « Que tu trouves quelqu'un qui t'aimera tel que tu es. Moi, je dois continuer mon chemin. » Je sortis alors de la hutte pour la première fois sans me cacher, le soleil du matin caressant mon visage retrouvé, et le village entier sembla s'arrêter, les femmes lâchèrent leurs bassines, les enfants cessèrent de jouer, les hommes posèrent leurs outils, et un murmure grandit comme une vague, « Cynthia,
Elle est redevenue belle, la malédiction est brisée. Mes parents accoururent les premiers, Mama John me serra dans ses bras en sanglotant de joie, ma fille, ma belle-fille est revenue, Papa John posa sa main sur ma tête en murmurant une prière de gratitude aux ancêtres, et bientôt tout le monde fut autour de moi, touchant doucement mes cheveux, mes bras, comme pour s'assurer que c'était réel. Je levai les yeux et, au loin sous le grand manguier du marché, je vis une silhouette familière, Maman Michael, rayonnante, qui me sourit une dernière fois avant de s'effacer doucement dans la lumière du soleil, comme si elle n'avait attendu que ce moment pour partir en paix. Les semaines suivantes furent comme un rêve éveillé. Je repris ma place au village non plus comme une reine orgueilleuse, mais comme une sœur, une amie, une fille humble, aidant au champ, portant l'eau pour les anciennes, jouant avec les enfants, et même allant régulièrement voir Judas pour lui apporter des vêtements neufs, de la nourriture, un peu de compagnie, car je savais maintenant que la vraie beauté ne s'arrête pas au miroir. Puis un jour, un prince arriva d'un royaume lointain, élégant, riche, monté sur un cheval blanc. Il avait entendu parler de mon histoire, de l'orgueil qui m'avait détruite et de l'humilité qui m'avait sauvée, et quand il me vit pour la première fois, ce ne fut pas seulement mon visage qu'il regarda, mais mes yeux, mon sourire, la façon dont je saluais chaque personne avec la même douceur. Il s'approcha, s'inclina légèrement et dit, « Cynthia, j'ai traversé des terres entières pour rencontrer une femme dont le cœur est plus beau que n'importe quel joyau. Voulez-vous partager ma vie ?» Mon mariage avec lui fut la plus grande fête que le village ait jamais connue, tam-tams qui résonnaient jusqu'au fleuve, danses interminables, you-you des femmes qui montaient au ciel, enfants qui riaient en courant autour de nous, et même les manguiers semblaient se balancer de joie, mais je n'oubliais jamais, jamais, ce que j'avais traversé. Je traitais mes serviteurs avec bonté, saluais chaque ancienne avec respect. Jouais avec les petits sans distinction, et surtout, je ne me regardais plus dans le miroir avec vanité, car je savais désormais que la vraie beauté vient de l'intérieur, qu'elle n'est quand le cœur apprend enfin l'humilité, la compassion et le respect pour chaque être, petit, vieux ou pauvre. Et c'est ainsi que, de la plus belle fille du village devenue la plus laide, puis redevenue belle d'une façon plus vraie, j'ai compris la leçon que les ancêtres voulaient m'enseigner. L'orgueil mène à la chute, mais l'humilité élève l'âme, et la beauté sans bonté n'est qu'un fruit qui paraît sucré mais qui goûte amer. Aujourd'hui, quand je raconte mon histoire aux jeunes filles du village, je termine toujours en disant, regardez au-delà du miroir, mes filles, c'est là, dans votre cœur, que commence la vraie lumière.